Et nous sommes en direct. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Bienvenue au live meeting de Nutri Impact. Bienvenue à toutes et tous. Donc, Nutri Impact, qui est une société d'investissement belge qui finance les entreprises technologiques et innovantes qui transforment durablement notre alimentation. Donc, cet événement est organisé par l'ITA, la plateforme européenne d'investissement responsable. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Brosseau. J'accompagne Nutri Impact dans la levée de fonds en cours sur l'ITA et on a le plaisir aujourd'hui d'être avec Benoît De Bruyne, donc fondateur et CEO de Nutri Impact. Donc merci beaucoup Benoît d'être avec nous. Merci beaucoup Émilie, merci de nous avoir conviés sur votre plateforme, donc très heureux d'y être. Nous sommes ravis de vous y accueillir et nous sommes aussi avec Lisa Colombo, donc, qui est analyste chez Nutri Impact. Merci Lisa également d'être avec nous. Merci et bonjour. Alors en fait, ce projet Nutri Impact est un projet qui me tient très très fort à cœur parce que depuis aussi longtemps que je puisse me connaître, c'est probablement mes 6 ans ou mes 8 ans, je suis un passionné de nature et à partir de mes 12 ans, j'ai été très très concerné par la protection de l'environnement. Et je savais déjà à cette époque-là que j'allais y consacrer ma carrière et probablement ma vie. Et donc, en fait, j'ai fait des études d'ingénieur en biochimie et une spécialisation en assainissement des sols, des eaux, des nappes phréatiques, de l'air. Ce qui m'a amené très, très rapidement dans ma première expérience professionnelle à créer une première start-up pour le compte d'un entrepreneur dans le sud de la Belgique, qu'on a revendu à un groupe qui s'appelle CFE, qui est un groupe de génie civil belge. Et puis très rapidement, j'ai été appelé par un groupe au nord de la Belgique, là où on parle flamand, pour créer une autre start-up dans le génie civil environnemental, toujours, donc l'assainissement des sols, des eaux, etc. Une période absolument excitante de ma vie, parce que c'était un gros groupe qui avait beaucoup de moyens. Et on a créé notamment le plus grand centre de traitement des sols dans la région wallonne de Belgique. Et puis très rapidement, j'ai étudié la finance, fait un MBA, fait une licence spéciale en fiscalité, ce qui m'a amené à travailler dans le secteur financier, où j'ai rejoint un holding belge qui s'appelle Floridienne, comme directeur des fusions-acquisitions, de l'audit interne et puis directeur financier. 42 boîtes dans la biotechnologie, la chimie et l'agroalimentaire. Et de là, j'ai créé une société que peut-être vous connaissez ou peut-être que vous avez déjà consommée, qui s'appelle Nutri, c'est une société de chocolat qu'on a fait pivoter 2 fois. Une première fois pour la pivoter vers un modèle de chocolat, vers un modèle de retail. Et puis une deuxième fois, et j'y reviendrai, quand on l'a fait pivoter pour l'existence de Nutri Impact. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait pivoter une deuxième fois? Parce que nous étions étendus dans ce qu'on appelle du commerce de proximité, au travers d'un système de café qui était un peu un mélange d'un café classique avec un magasin de chocolat ou un équivalent d'un exquis comme on connaît en Belgique ou prêt à manger, etc. On était entre les trois. Ça fonctionnait extrêmement bien. On en a ouvert 3 aux États-Unis, un à Bruxelles et il y en a toujours 2 à Lyon à l'enseigne Nutri. Et puis le Covid est arrivé. Et le Covid nous a véritablement coupé l'herbe sous les pieds. On devait mettre plusieurs millions de dollars sur la table pour sauver le business. Et je suis venu à ce moment-là proposer de pivoter l'entreprise, de couper tout ce retail et de créer un holding d'investissement dans l'impact. Alors, c'est ça la deuxième partie de la question, ça m'amène à Nutri Impact. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est et où va-t-on? Alors, Nutri Impact est un holding qui est coté sur la bourse d'Euronext Access. Access est fort connu à Paris, il est un peu moins à Bruxelles. On est coté sur la bourse de Bruxelles. À Paris, vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de sociétés qui sont cotées sur ce segment du marché d'Euronext. Et cet holding est un holding evergreen, c'est-à-dire c'est un mot qui peut pour dire qu'en fait il a une vision extrêmement long terme et j'aspire véritablement que cette entreprise me survive et aille bien au-delà de ce que moi je pourrais lui donner. Alors qu'est-ce qu'on fait et pourquoi l'a-t-on créé? Alors je vais commencer peut-être par la deuxième question. Dans cette période de Covid, je me suis véritablement questionné. J'avais fait 20 ans de secteur alimentaire en Europe, aux États-Unis, au Japon, dans ce qu'on appelle la grande distribution classique, mais également dans nos magasins propres. Et donc, j'avais accumulé une expérience et une expertise et des relations un peu sur les 2 continents.
Je la savais, puisqu'on a été la première entreprise Nutri Chocolat, la première entreprise neutre en carbone en Belgique, déjà en 2007, personne ne parlait de ça. J'étais déjà conscient en fait de la problématique environnementale, mais j'ai pris vraiment un acte de conscience sur le lien entre le secteur agroalimentaire et la crise climatique et la perte de biodiversité à ce moment de Covid où j'ai lu plusieurs milliers de pages et j'ai analysé plusieurs centaines de fonds. Et je me suis dit, je veux consacrer le reste de ma carrière à combattre par des solutions, souvent techniques, cette problématique de changement climatique et de perte de biodiversité causée par le secteur alimentaire. Ça, c'était l'initiation du projet, le pourquoi on l'a fait. Et quand je l'ai proposé à mes actionnaires, ils ont trouvé ça une extraordinaire idée et surtout de le faire sur les racines de la société Nutri qui existait déjà. On a juste transité les valeurs pour les apporter dans Nutri Impact. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche, en fait, on est des investisseurs, on investit, je dirais, comme un holding, c'est-à-dire qu'on a différents panels et d'assets dans lesquels nous investissons. Donc, on investit aussi dans des fonds, ça représente 20%, grosso modo, de notre valeur de portefeuille. Et puis, les 80%, on les investit directement dans des sociétés à partir de la série A vers plus loin, on peut aller jusqu'en série B, D, C. On n'essaye pas de faire du pré-seed, on n'essaye pas de faire du seed. C'est vraiment les sociétés dans leurs premières heures parce que on n'est pas équipé pour, je dirais, faire des paris sur des équipes ou faire des paris sur des technologies et de penser que ces technologies ont une chance de s'imposer, ce qui demande un suivi beaucoup plus étroit. Donc, on intervient lorsque cette technologie ou cette solution a déjà en fait un impact dans le marché ou une possibilité d'impact dans le marché et que l'équipe a déjà prouvé qu'elle pouvait arriver au début de la série. Alors, on investit dans 3 grands piliers, l'alimentation, l'agriculture et ce que l'on appelle le recyclage, qui est en fait des sous-segments de l'agriculture et de l'alimentation. C'est-à-dire que beaucoup de nos participations sont à la fois des projets qui recyclent des déchets et qui innovent dans la chaîne agroalimentaire, c'est-à-dire soit au niveau du food, soit au niveau, je dirais, de l'agriculture. On a aujourd'hui levé jusqu'à présent une vingtaine de millions d'euros. On a déployé le portefeuille au travers de 22 participations, dont 14 directes et 8 indirects. Les 8 indirects sont les fonds dont nous avons parlé, qui représentent, eux, 20-25% de notre taille de portefeuille. Donc, voilà un tout petit peu ce que l'on fait. Je suppose que dans les questions, on posera les questions sur le type de projet, etc. Peut-être encore un aspect, comment nous levons des capitaux. On lève des capitaux de 2 manières. On lève en crowdlisting. Je pourrais expliquer après ce qu'est le crowdlisting. Je suppose que ce sera dans les questions. Et on lève également en placement privé. Donc, on fait chaque année, maintenant, on a commencé le crowdlisting l'année passée. Malheureusement, l'ITA n'était pas encore dans la danse avec nous et je suis très heureux qu'ils y soient maintenant. On réitère notre crowdlisting cette année-ci en même temps qu'un placement privé. Compte tenu de notre structure, le placement privé nécessite obligatoirement un ticket de minimum 100 000 € pour pouvoir légalement passer au niveau du placement privé. Alors peut-être un dernier aspect qui est important par rapport à notre raison d'exister et la façon dont on existe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je suppose que ça viendra aussi comme question, mais nous avons été la première entreprise à mission en Belgique. On est descendu vers le sud pour copier ce que vous faites de manière excellente en France, puisqu'il y a plusieurs dizaines, voire centaines aussi d'entreprises à mission en France maintenant. Danone a été une des premières. Et donc, on a été la première entreprise à mission dans le domaine financier en Belgique à se créer, où on a inscrit notre mission telle que je vous l'ai décrite dans le statut. Très clair, merci beaucoup. C'est vrai que vous pouvez avoir bien plus en détail la présentation aussi de Nutri, comme vous avez dû visiter sur la page sur le site Lita. En tout cas, c'est un plaisir voilà, de vous proposer cette opportunité d'investissement en cette fin d'année. Vous, potentiel investisseur qui connaissait probablement Lita, mais qui ne connaissait pas peut-être le crowdlisting. On a aussi un article du Centre d'aide qui pourra vous détailler un petit peu plus en détail ce mode d'investissement très nouveau, très innovant sur notre plateforme. On a une première question. Je propose peut-être avant de prendre les questions et
les participants puissent prendre le temps de les poser dans le chat, de rappeler que c'est un investissement du coup en actions en direct. Donc, je rappelle également qu'un compte titre est obligatoire pour souscrire aujourd'hui via l'ITA dans Nutri Impact. Donc, vous pouvez vous renseigner auprès de votre banque ou auprès d'un courtier en ligne si vous n'en avez pas encore un d'ouvert. Voilà, c'est très rapide. Je me suis renseignée moi-même parce que j'en ai pas encore un d'ouvert. Et c'est à peu près 3 jours pour pouvoir créer son compte. Donc, c'est assez rapide. Voilà, le numéro de compte vous sera demandé pendant le parcours de souscription. Donc, voilà, ne tardez pas si vous souhaitez participer à cette opportunité. On a une première question de Angie. Merci Angie. Quelle est votre thèse d'investissement? Alors, je pense qu'il y a des slides 11, 12, 13 là, qui expliquent la thèse d'investissement. Est-ce que c'est moi qui vais les faire circuler ou est-ce que... Je peux on va les agrandir peut-être pour voir. Oui. Alors. Sinon, vous avez la main. Oui, mais donc, je vais peut-être expliquer, parce qu'on a mis beaucoup de slides à ce propos. Je vais peut-être expliquer de vive voix sans support. En fait, notre thèse est assez simple. On commence véritablement par l'impact. On déniche toute une série de sociétés et dans la chaîne alimentaire qui viennent avec une solution innovante pour contrer un problème qui est très consommateur de CO2, très consommateur d'eau, très consommateur de déforestation et de perte de biodiversité. Et donc, en fait, nos premiers filtres dans notre thèse d'investissement sont des filtres d'impact. On peut avoir la société la plus géniale du monde, mais si elle ne répond pas aux critères d'impact qui sont importants pour nous, nous ne la considérons pas. Donc, premier filtre, c'est un filtre d'impact. Et ensuite, on a un filtre qu'on va appeler de propriété intellectuelle. Alors, c'est quoi ce filtre de propriété intellectuelle? On ne s'intéresse finalement qu'à des projets pour lesquels on veut au minimum 3 certitudes. La première certitude, c'est que le projet est disruptif. Donc, pour nous, c'est extrêmement important qu'ils viennent en fait changer un paradigme. Donc, on n'est pas là pour prendre en fait des sociétés sur des systèmes existants et pour les améliorer, mais on vient avec de l'innovation, avec un changement de paradigme sur la manière dont on produit, sur la manière dont on consomme. Deuxièmement, il nous faut un autre critère dans notre thèse d'investissement, c'est qu'il y a la propriété intellectuelle et que cette propriété intellectuelle protège au minimum cette entreprise pour pouvoir se déployer de manière sereine. Et donc, généralement, quand on étudie un dossier dans un système innovant, on aime aller voir tout ce qui existe dans le monde, dans ce dossier, dans ce système innovant, pour être sûr que la propriété intellectuelle de la boîte sur laquelle on va, je dirais, investir a le meilleur équilibre, la meilleure protection, le meilleur potentiel en termes de propriété technique, d'IP, technologique, véritablement de scientifique. On se base là énormément sur notre équipe, où c'est essentiellement des ingénieurs avec un master en finance et sur des expertises extérieures sur lesquelles on va chercher de la connaissance. Le troisième pilier dans notre thèse d'investissement, c'est véritablement d'être certain que l'entreprise a un potentiel mondial. Parce que nous sommes malgré tout, relativement ce qu'on appelle en anglais early stage, c'est-à-dire des sociétés quand même relativement jeunes. Donc, dans notre portefeuille, il y aura du déchet. Et pour pouvoir compenser ce déchet, on doit avoir cette certitude que certains projets vont véritablement se déployer mondialement en changeant un paradigme mondial, une méthode de consommer mondiale. Donc, notre thèse, elle est sur ces 3 gros piliers, donc innovation, protection intellectuelle et potentiel mondial, avec en point zéro l'impact. Et aussi, on n'arrête pas de dire on fait ce qu'on sait faire et on ne fait pas ce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'il y a parfois des magnifiques projets qui nous arrivent dans la mobilité, dans les choses comme ça. Ça, c'est pas notre secteur. Donc, nous, on n'est pas compétents. Tout ce qui touche à la chaîne alimentaire, c'est notre zone de compétence.
Et donc, en fait, finalement, avant le filtre d'impact, c'est dès qu'il y a un chouette projet, on dit, tu dois regarder ce projet, il est extraordinaire, il y a de l'impact et il a un potentiel de scalabilité mondiale. Mais si ce n'est pas dans la chaîne alimentaire, nous ne nous en occupons pas aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment l'alimentation, l'agriculture et le recyclage essentiellement des déchets. Merci Benoît. Et en fait, c'est vrai qu'on a eu plusieurs questions aussi de potentiels investisseurs ces derniers jours sur, en effet, d'en savoir plus sur votre processus de sélection de ces fameuses pépites innovantes de cette thèse d'investissement. Et est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples, peut-être un petit focus sur une ou deux entreprises du portefeuille de Nutri Impact en ce moment et pourquoi vous avez choisi ces entreprises-là en particulier? C'est d'ailleurs une question que je vois posée aussi ici. Alors, je vais Si tu prendre peux deux nous en exemples. parler. Je vais prendre deux exemples et c'est extrêmement compliqué de les choisir en fait, parce qu'en fait, l'ensemble des projets nous motive très fort. Je vais prendre un premier exemple assez simple. On voulait investir dans je dirais, les alternatives innovantes, je dirais, aux protéines animales. Et je vais peut-être le mettre en deux piliers. On a par exemple investi dans une société qui s'appelle Fable Food et qui a réinventé comment consommer le shiitake. Alors le shiitake, ce champignon, en fait, on ne consomme que la face haute du shiitake aujourd'hui parce que dans la face basse du shiitake, il y a un goût, ce qu'on appelle en chimie, phénolique. C'est un peu le goût que vous avez dans votre essence quand vous remplissez votre réservoir. C'est une molécule qui est une molécule phénolique qui crée en fait ce goût qui est pas apprécié par les consommateurs. Et donc tout le marché du shiitake jetait tous ses pieds de shiitake. C'est une société australienne. Elle a trouvé un processus technique et un patenté pour enlever ces odeurs dans le pied de shiitake et du coup les utiliser dans des alternatives, en l'occurrence ici à la viande. Et ce qui est beau en fait dans le cadre du shiitake, c'est qu'il est à la fois très proche du goût, en termes de goût de la viande et aussi en termes de texture. Donc voilà un peu une innovation où on recycle le shiitake et après on en fait un produit totalement innovant. Maintenant, je vais passer sur un autre exemple dans le spectre qui est probablement beaucoup plus technique. Je vais parler de la société Onego Bio. C'est une spin-off en fait d'une université en Finlande et d'un institut de recherche qui s'appelle Vikiti, qui est un des plus grands instituts au monde de recherche en fermentation de précision. Et un chercheur a quitté Vikiti avec, on appelle d'ailleurs le pape de la fermentation de précision, pour pouvoir créer en fait des protéines d'œufs à partir de champignons. Alors comme vous le savez aujourd'hui, l'œuf est un marché qui est très très problématique parce que les œufs sont pour la plupart produits dans des batteries qui ne respectent pas les droits animaux, pour lesquels il y a des contaminations perpétuelles, des maladies aviaires, la salmonelle, E. coli, etc. Et donc, tant d'un point de vue supply chain que d'un point de vue bien-être animal, que d'un point de vue environnemental et tout ce qui est sustainability, la chaîne de l'œuf était véritablement mise sous pression aujourd'hui. Eh bien, en fait, avec leurs champignons, ils vont aller produire l'ovoalbumine, c'est-à-dire l'exacte même substance qui se retrouve à 70% dans l'œuf grâce à un champignon. Et donc, c'est extrêmement disruptif, ça décroît énormément la consommation d'eau, la consommation, je dirais, d'énergie, l'émission de CO2, l'utilisation de la surface agricole, solutionne le bien-être animal. Alors, pour qui c'est ce genre de produit? C'est évidemment pas, vous n'allez pas recevoir votre blanc d'œuf dans un petit tube que vous allez manger à la maison, mais c'est pour toute l'industrie B2B, de la grosse industrie agroalimentaire qui utilise massivement des œufs que vous retrouvez dans les pains, dans les cakes, dans les madeleines, dans tous les produits, les macarons, etc. Donc voilà deux exemples. Après, on est dans de multiples projets à base de plantes, à base de, je dirais, de protéines alternatives, réflexion sur les mycéliums, réflexion sur la chaîne agroalimentaire,
comment optimiser l'utilisation de l'eau, réduire l'utilisation des engrais grâce à du génie, je dirais, dans la chaîne agroalimentaire. On a, par exemple, un investissement qui s'occupe de ça, qui fait de l'agriculture de précision avec des réductions drastiques de toutes les consommations négatives sur l'environnement du champ agricole, par exemple. Voilà, alors je pourrais parler Non, c'est vrai que c'est une de vos forces et qui a été ciblée par les analystes Lita aussi. C'est que c'est un portefeuille d'investissement aujourd'hui qui est diversifié, hein, Nutri Impact. Donc, vous avez des participations dans plusieurs entreprises innovantes et fonds aussi, donc en food tech et agri-food tech. Et la force, c'est de pouvoir répartir le risque pris, pas que le risque ne dépende pas que d'un seul investissement, mais de plusieurs. Et donc, c'est vrai que c'est une opportunité aussi pour les investisseurs particuliers de pouvoir diversifier leur épargne et tout en finançant l'innovation et l'accélération de la transition agroalimentaire. Et la force aussi que vous avez, c'est que vous avez du coup, vous êtes très rigoureux sur la mesure de l'impact de chaque entreprise que vous suivez et dans lesquelles vous êtes investi. Vous avez une mesure d'impact qui est très rigoureuse, hein. Il me semble que c'est un des points aussi clés de votre processus de sélection. Oui, et à ce titre, j'aimerais peut-être dire un petit mot parce que c'est tellement important pour nous. Donc, je retourne à l'entreprise à mission. Comme vous le savez, dans l'entreprise à mission, on met la mission de l'entreprise dans l'objet social de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, ça a été voté par l'unanimité de nos actionnaires. Donc, on a 3 piliers dans notre objet social. C'est évidemment, on est une société anonyme et donc on doit viser la profitabilité au travers des exits de nos participations, ça va de soi. Donc c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, le pilier d'impact, c'est de combattre le changement climatique dans la chaîne alimentaire et combattre la perte de la biodiversité dans la chaîne alimentaire. Et le troisième pilier, c'est de rendre accessible à tout un chacun, un maximum de gens, la possibilité d'investir dans un projet impact, et en l'occurrence le nôtre, et j'espère que ça va donner des idées pour que d'autres le fassent. Pour répondre à la question, si je remonte au niveau du comité de mission, donc cet objet social est contrôlé par un comité de mission indépendant qui se réunit 4 à 5 fois par an pour réfléchir si effectivement au sein de notre portefeuille, on remplit cette mission, c'est surtout la mission d'impact et la mission d'accessibilité au capital. Et ce comité de mission émet un rapport, c'est statutaire, un peu comme un rapport d'auditeur, qui va être transité aux actionnaires sans possibilité de filtre du conseil d'administration. Et donc, on a beaucoup travaillé cette année-ci avec le comité de mission sur est-ce que la perte de biodiversité et le changement climatique sont suffisants ou est-ce qu'on doit aller plus au-delà. Et donc, on a commencé à réfléchir à toutes les limites planétaires liées à la chaîne alimentaire, développer un espèce de petit software qui nous permet de bien analyser tout ça. Et ma collègue qui est dans le call est très impatiente parce qu'on va relâcher notre deuxième rapport d'impact probablement cet après-midi ou demain, avec les conclusions de toutes ces observations par rapport aux limites planétaires pour chacune de nos participations. Quel est l'effet aujourd'hui et quel est l'effet si la participation se développe dans un horizon de 5 ans. Merci Benoît pour ces précisions. On a une question de Gilles sur quelle est la couverture géographique de votre portefeuille actuel et futur si différent. Alors, on est 75% environ investis sur l'Europe. Les restes du 25% sont sur le reste du monde, avec une propension un peu plus importante sur les États-Unis. Et alors, on a, en dehors des États-Unis, on a d'ailleurs un fonds qui est à la fois français et singapourien, et on a une participation, je dirais, en Australie. Donc, mais essentiellement, et on va continuer à renforcer ce côté européen, plus que probablement, si on va se reparler dans 3 ans, on sera encore un peu plus Europe, parce que ça facilite quand même énormément, je dirais, la réflexion d'être à proximité en train de maximum une demi-journée, une journée pour pouvoir joindre la participation et les visiter sur place. Très bien, et ça fait du coup une transition pour une question d'après sur la répartition du portefeuille actuel qui est en termes de maturité des entreprises.
en série A, série B, fonds thématiques? Est-ce que vous auriez la composition de votre portefeuille avec ces détails-là? Alors, on a un slide là-dessus, je vais essayer de m'y mettre, et je dois minimiser ce qui... Voilà, donc voilà la maturité de notre portefeuille. Donc, on est environ 25% sur des fonds, comme on l'a dit. La grosse, avec plus ou moins la moitié, c'est de la série A. On a mis entre parenthèses seed, parce qu'en fait, on fait pas de seed, sauf exception, c'est-à-dire en fin de seed. Pour autant, on a une conviction colossale sur justement l'IP de la société. On a fait 1 ou 2 participations et qu'on peut jouer un rôle, nous, actif alors dans la société en tant que lead sur ce late seed. On en a 2 dans le portefeuille et puis on se situe essentiellement dans du growth un peu plus mature pour le quart restant. Secteur, on est essentiellement food aujourd'hui, on est un peu moins agriculture. Et alors, il faut savoir que le portefeuille est relativement jeune puisqu'on voit à droite le millésime du portefeuille. Donc, je dirais, il y a à peine un gros quart qui a été investi il y a 4 ans et on a récemment investi dans les 2-3 ans un autre gros quart et puis là, le reste a été fait ces 2 dernières années. Et la raison pour laquelle c'est comme ceci, c'est que en fait, comme on est un holding, on grandit progressivement tant notre portefeuille que notre équipe que nos levées de capitaux. Et donc, ce qui fait que on grandit également, je dirais progressivement, le suivi dans nos participations et les nouvelles participations. Merci. N'hésitez pas à nous dire si c'est assez clair pour vous. En tout cas, Gilles, je sais que vous aviez cette question-là. Très bien, mais c'est vrai que les investisseurs particuliers s'intéressent aussi à la liquidité de leur investissement. Donc, ce n'est pas forcément la première motivation sur l'investissement dans Nutri Impact. Mais c'est vrai qu'il y a souvent cette question qui revient sur quels sont les prochains exits prévus dans votre portefeuille ou s'ils arrivent, quand est-ce qu'ils sont prévus ou projetés? Alors ça, c'est toujours la question très, très piège. Alors, il y a 2 aspects à la question de la liquidité. Il y a d'abord la manière dont on s'est organisé, la raison pour laquelle on fait du crowd listing, c'est-à-dire qu'on va lever dans le crowd, et comme vous l'avez entendu ou comme vous l'avez lu, nous, en termes de responsabilité d'entreprise, on va prendre chacun des crowders et on va, je dirais, grâce à la société internationale Euroclear, on va les apporter donc en bourse sur Euronext Access. C'est un marché qui est petit, sur lequel la liquidité est relativement faible aujourd'hui, pour 2 raisons. Parce que c'est le petit marché d'Euronext et parce que ce qu'on appelle le flottant est relativement faible aujourd'hui. Notre vision, notre mission, c'est d'augmenter ce flottant. Donc, on va continuer à faire ce qu'on fait. Après cet épisode qu'on espère être un succès, on va en refaire un autre épisode l'année prochaine, etc., puisqu'on a une vraie volonté d'augmenter notre flottant. Donc déjà, vous avez un instrument qui est plus liquide que quand on investit dans une start-up isolée, pour lequel on dépend des actionnaires majoritaires et du succès de cette start-up isolée. Alors, la liquidité viendra aussi, parce que souvent on pose la question en disant « oui, mais moi, comment je sors qu'est-ce qui est prévu statutairement, etc. » Et en fait, je dis, c'est la fausse bonne question. C'est une bonne question, mais elle est faussement posée. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on sera successful dans 5 ans? Et si on est successful, il n'y aura aucun problème de liquidité, puisque en fait, les actionnaires vont tourner, il y en a qui vont vouloir rentrer, il y en a qui vont vouloir sortir, parce qu'ils vont vouloir prendre leur... Et ce que je dis est une banalité, parce que c'est valable pour n'importe quelle start-up dans le monde, mais c'est véritablement très important pour nous de souligner ce point-là. C'est on engage nos investisseurs à rentrer parce qu'ils pensent et croient à la thèse d'investissement. On refuse et on dit vigoureusement aux actionnaires n'essayez pas de rentrer dans Nutri Impact si vous voulez faire un coup boursier à 3 semaines. Bon, ça peut arriver, mais ce n'est pas du tout la stratégie. Donc, c'est véritablement une stratégie à long terme. Pourquoi? Parce que si vous regardez le secteur, ce qu'on appelle le venture capital en anglais, généralement les sorties des sociétés, quand on rentre une première fois dedans, c'est du 7-9 ans. Vous avez vu la maturité et le millésime de notre portefeuille.
eh bien, il y a 25% du portefeuille aujourd'hui est à 4 ans d'âge. Donc, on peut estimer que ces premiers 25% vont sortir. Certaines sociétés de ce portefeuille vont sortir dans 3 ou 4 ans. A priori, ça peut être 2 ans. Donc, en fait, à la question, c'est pour ça que je dis c'est la question, il est possible qu'une société de notre portefeuille soit sur un projet d'acquisition l'année prochaine. Il y en a une ou deux qui sont susceptibles de l'être. Mais ce n'est pas la timeline que nous, je dirais nécessairement, vendons, parce que les cycles sont les cycles et ce n'est pas nous qui les avons inventés. Alors, comment sortir? À ce moment-là, nous, la volonté, c'est une fois qu'on aura une sortie avec un exit et une plus-value, c'est de redistribuer cette plus-value. Mais comme nous sommes une société anonyme, évidemment, le processus doit passer par l'entonnoir du conseil d'administration et de l'assemblée générale afin de distribuer les dividendes. Mais c'est un processus qu'on souhaite faire, c'est de rémunérer les actionnaires pour créer cette liquidité également sur nos exits à terme dans le domaine du portefeuille. Très bien, merci pour tes réponses. Ça répond aussi à une autre question qu'avait un investisseur qui n'a pas pu être présent, qui demandait justement comment étaient organisées les distributions de plus-value aux actionnaires. Donc ça passe bien par, de toute façon, la décision du conseil d'administration, évidemment. Et il y avait une question sur la gouvernance de Nutri Impact. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire qui sont les actionnaires majoritaires que tu évoquais? Oui. Alors, d'une part, la gouvernance et ensuite les actionnaires majoritaires. Alors, très souvent, on nous dit qu'on est un peu fou parce qu'on a mis des niveaux de gouvernance qui sont inversement proportionnels à la taille de notre entreprise aujourd'hui, puisqu'on a d'abord un COMEX, donc un Management Committee. Celui-là, je ne vais pas trop en parler, c'est les équipes de management essentiellement dans lesquelles on décide toute une série de processus, y compris dans les premières phases des investissements. Ensuite, on a un comité d'investissement externe. Au contraire d'un fonds fermé, c'est ce comité d'investissement externe qui va valider, je dirais, les projets d'investissement. On doit passer 2 fois devant ce comité d'investissement. Une première fois pour valider le projet, où ils lancent en fait leurs questions un peu dans toutes les directions. Et puis une deuxième fois, s'il est voté favorablement, une deuxième fois où on vient véritablement avec tous nos mémos classiques, comme le font tous les fonds. Généralement, chez nous, c'est des documents de 30 à 40 pages qui adressent tous les risques de l'entreprise, du projet, etc. Et une fois que c'est validé par le comité d'investissement, c'est apporté au conseil d'administration, qui est finalement le seul organe juridique qui a une autorité juridique, c'est lui qui valide, mais il y a une convention entre le conseil d'administration et le comité d'investissement de délégation de pouvoir pour la décision, je dirais, de l'investissement. Il y a 3 raisons pour lesquelles le conseil d'administration peut botter en touche, comme on le dit chez nous. La première raison, c'est qu'il estime que l'allocation financière est trop élevée. La deuxième raison, c'est qu'il estime que véritablement l'impact n'est pas suffisant. Mais bon, je ne vois pas comment ça va nous arriver aujourd'hui avec toute l'organisation qu'on a. Et puis la troisième raison, c'est pour des raisons de gouvernance, conflit d'intérêts et ce genre de choses. Donc il ne rentre pas dans la technicité des dossiers, ni dans la science des dossiers, mais il regarde la gouvernance. Et dans la gouvernance, il y a notamment l'allocation du portefeuille qu'on voit ici, qui est décidée par le conseil d'administration. Si une participation devient trop importante par rapport à l'allocation décidée, le conseil dit plutôt que de faire 1,5 million dans cette participation, faisons 750 000 euros. Donc voilà le niveau. Quatrième pilier de gouvernance, c'est notre comité de mission dont j'ai déjà parlé. Qu'est-ce que nous avons comme actionnaires? Deuxième partie de la question. On a, je dirais, 4 catégories d'actionnaires. On a tout d'abord les actionnaires privés, généralement qui ont été levés via le crowd ou qui étaient déjà dans le capital préalablement au crowd. C'est la première catégorie. Je vais monter en puissance. On a toute une série d'entrepreneurs belges et français, de chefs d'entreprise ou ex-chefs d'entreprise belges et français, qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eux ont mis 100 000 euros et plus, et souvent remis plusieurs fois dans les levées de capital. On a des family office, essentiellement belges et une américaine, qui
qui sont gérés en family office, dans lesquels c'est des décisions familiales qui, eux, font souvent des tickets 500 000 euros et plus. Et puis, nous avons 3 institutionnels belges aujourd'hui, un qui s'appelle Nochac, qui est semi-privé, semi-public. On a un autre institutionnel qui est une participation d'un invest qui s'appelle IMBC et de l'Université de Mons. Et cet invest s'appelle Spinova. Et on a un 3e institutionnel qui est une autre société cotée en Belgique de taille réduite, mais une centaine de millions, un peu plus, entre 100 et 150, et qui s'appelle Whitestone. Ce sont nos 3 institutionnels dans le cap table. Merci pour tes réponses. Merci beaucoup. C'est très clair. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser. C'est vrai que moi, je remonte des questions aussi que personnes n'ont pas pu poser en direct parce qu'ils ne pouvaient pas se libérer sur ce créneau. On a une question de Thibaut dans le chat qui nous demande si on peut investir via un PEA. Alors, en effet, pour les résidents fiscaux français, vous pouvez investir à travers un plan épargne action à partir de 6 090 € sur l'ITA. Donc voilà, si vous en avez un d'ouvert, vous pouvez investir dans Nutri Impact directement via l'ITA. Si vous n'en avez pas un d'ouvert encore, vous pouvez vous renseigner auprès de votre banque ou consulter notre article du centre d'aide qui vous explique quelles sont les démarches pour ouvrir un PEA et surtout quel est l'avantage. C'est que l'avantage fiscal de ce dispositif pour les résidents français fiscaux uniquement, c'est que vous êtes exonéré d'une partie de la taxe qui est prélevée sur votre plus-value à la sortie. Donc, ça peut être intéressant de vous renseigner si vous souhaitez investir. Merci Thibaut pour votre question. On a une autre question qui était, qui revient, je pense, souvent et qui était revenue l'année dernière dans votre première opération en crowdlisting. C'est justement quel est l'intérêt pour Nutri et pour l'investisseur de souscrire via l'ITA ou de souscrire directement via un ordre d'achat d'actions en bourse sur Euronext. Alors, excellente question. Plusieurs piliers à la réponse. Effectivement, donc, vous sortez de cet appel, vous pouvez aller cliquer sur Euronext et voir sous le sticker NEWT la cotation de Nutri et voir les opportunités d'achat et les opportunités de vente. Rien ne vous empêche de le faire, toute l'information est publique et donc il n'y a pas de problème avec ça. Il faut savoir que sur Euronext, la liquidité est très très faible, donc très souvent il y a peu d'échanges, c'est rébarbatif, il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Mais l'élément souvent qu'on met en exergue et qui est le principal élément, c'est que quand vous allez faire ça, certes peut-être vous faites une affaire en achetant 10% ou 15% moins cher que le coût de souscription, mais vous n'aidez pas l'entreprise parce qu'en fait cet argent passe d'une poche d'un investisseur vers la poche d'un autre investisseur. Ça crée de la liquidité, donc un tout petit peu ça aide l'entreprise, mais nous, le critère fondamental pour nous, c'est de faire une levée de capital à succès pour pouvoir financer de nouveaux projets et continuer notre expansion et continuer à augmenter notre impact. Donc je dirais de manière générale, voilà, le succès de l'entreprise, c'est de grandir progressivement. Et en fait, ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'une étape dans une vision à long terme. Je ne sais pas si c'est dans les documents, ici c'est précisé, mais vraiment notre vision, c'est d'atteindre une taille d'une centaine de millions dans les 3 ans. Et donc, en fait, c'est une aventure qui débute simplement maintenant et pour laquelle on va aller crescendo tant dans les levées publiques que dans les levées en placement privé. Oui, donc investir directement via l'ITA aujourd'hui dans les actions Nutri Impact, c'est aussi financer, comme tu le disais, l'économie réelle directement pour les projets de nouveaux investissements, pour la création d'emplois indirectement aussi. Donc, c'est la différence entre les deux. Merci pour tes réponses. C'est vrai que quand on regarde sur Euronext, on a eu quelques retours sur le fait qu'il y a une petite variation du cours de l'action qui a eu lieu ces derniers mois. Et est-ce que tu saurais nous dire qu'est-ce qui crée en fait cette variation? Qu'est-ce qui a pu créer cette variation du cours de l'action ces derniers mois?
Alors, la variation du cours de l'action est probablement créée par la visibilité qui nous est créée dans le cadre du crowd. Euh, Même si en tant qu'entreprise cotée, ben, chaque fois qu'on fait un investissement, on le communique. Chaque fois qu'il y a quelque chose de significatif sur la cap table, on le communique. Donc c'est essentiellement cette visibilité et qui crée la fluidité. Il faut savoir que généralement, sur une année sur laquelle on fait simplement des investissements, etc., il y a vraiment très, très peu de liquidité. C'est d'ailleurs c'est pas une problématique liée à Nutri, c'est une problématique liée à Euronext dans les marchés Access et également certains autres marchés qui ne sont pas les très gros marchés d'Euronext. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel ils travaillent. Je me rappelle que j'avais regardé il y a quelques années, le taux d'échange roulait entre 25 et 50 000 euros sur une base annuelle. Mais là, on va grandir ça de plus en plus, quand on va grandir le flottant et qu'on va grandir, je dirais, notre partie publique et nos opérations. Très clair, merci beaucoup. Écoutez, pour les dernières questions, on peut en prendre encore quelques-unes. Sinon, moi, je prends le temps aussi de vous rappeler que c'est un investissement qui est risqué, comme tout investissement. Cependant, c'est une opportunité de diversifier le risque que vous pouvez prendre sur la plateforme Lita. Donc, pour rappel, on recommande de ne pas investir plus de 10% de votre épargne sur des entreprises non cotées. En l'occurrence, l'opportunité d'investir dans Nutri Impact, c'est l'opportunité de diversifier le risque, étant donné que souvent sur la plateforme, Lita, on propose d'investir au capital d'entreprises deep tech ou food tech. Là, en l'occurrence, vous investissez dans un portefeuille d'investissement qui est composé de plusieurs entreprises de cette forme-là. Donc, le risque est mutualisé et c'est aussi l'occasion de pouvoir financer directement et plus fortement la transition alimentaire en France, en Europe et au niveau aussi international. Donc, c'est une vraie opportunité en cette fin d'année. Et pour rappel, un compte titre est obligatoire pour souscrire dans Nutri Impact sur Lita. Donc, un compte titre communément appelé chez les banques un compte titre ordinaire, en tout cas en France. Donc, c'est nécessaire de l'ouvrir pour pouvoir souscrire, car on vous demande le numéro de votre compte titre directement au début du parcours. Donc, si vous n'en avez pas encore un d'ouvert, vous pouvez vous renseigner auprès de votre banque ou d'un courtier en ligne. C'est très rapide à ouvrir. Le ticket minimum, je le rappelle, est à 1 450 € à travers un compte titre ordinaire. Si vous voulez investir via votre plan épargne action, si vous êtes résident fiscal français, c'est 6 090 € le ticket minimum. Donc, pour toute question, pour vous aider aussi dans cette démarche-là, n'hésitez pas à contacter les équipes Lita via notre chat en ligne. On répond normalement assez rapidement dans les quelques heures grand maximum. Donc, la clôture est prévue fin novembre. On a déjà plus de 500 000 € de collectés, car c'est une levée de fonds globale qui est conjointe avec des plateformes belges Econova et Spreads. Donc voilà, le montant minimum de la levée de fonds a été atteint et dépassé. Donc ça sécurise la levée de fonds et on met le cap sur le prochain objectif du million d'euros collectés sur Lita. Donc voilà, n'hésitez pas à concrétiser votre investissement si vous avez réservé ou si vous souhaitez prochainement investir. On n'a pas d'autres questions, Benoît. Je te propose si tu as un mot de la fin, on pourra clôturer après. Peut-être le mot de la fin, c'est d'abord merci pour cette organisation, merci à l'État de coordonner tout ça, merci pour les questions. Et puis de manière très très simple, ce qu'on aime beaucoup chez Nutri, c'est la communauté. Et donc même les investisseurs, je dirais, qui participent ici sur le côté plutôt public, n'hésitez pas, si vous voulez rentrer directement en contact avec le management. Nous, on est extrêmement heureux. Si vous avez une idée, si vous voyez une société, si vous avez des suggestions, si vous voulez participer d'une manière ou d'une autre, on est preneurs parce que je pense que toute cette problématique de la crise climatique, de la perte de biodiversité, c'est une problématique qu'on va résoudre ensemble, en fait, en communauté. Et c'est ce qui nous passionne. Donc voilà. On ne peut que partager ces valeurs. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Elisa aussi. Oui. Et merci à tous les participants. On se retrouve très vite sur Lita. À bientôt. Très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.